Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire du job dating conseil et cyber. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir les entreprises Wavestone et Acknowledger. Alors, est-ce que je prononce bien le nom de l'entreprise tout d'abord? Weston, c'est bon. Ouais, sur Acknowledge, c'est aussi simple que ça. Acknowledge. Ok, Acknowledge, ok, super. Justement, Arnaud, est-ce que tu peux nous présenter tout d'abord tes fonctions et ta place dans l'entreprise? Oui, bonjour à tous, je suis Arnaud Cassagne, je suis un des cofondateurs d'Acknowledge, une aventure qu'on a démarrée avec mes camarades de jeu il y a quelques années maintenant. À la base, j'ai un profil technique, donc j'ai fait pas mal d'intégration et de conseils autour du réseau et de la sécurité. À l'époque, on n'appelait pas ça de la cyber et on n'appelait pas ça des infra cloud. Et donc, on a démarré une aventure avec mes camarades de jeu. Aujourd'hui, on est intégrateur et conseil spécialisé sur deux grandes thématiques que sont la cybersécu, le cloud. Et on intervient sur trois sous-thématiques qui sont la partie Zero Trust, la partie SOC et la partie DevOps. Justement, on va y revenir juste ensuite. Jules, tu peux aussi nous rappeler tes fonctions chez Wavestone et nous présenter par la même Oui. occasion Wavestone. Mais bon, on connaît Bonjour déjà. à tous. Du coup, moi je suis Jules Haddad et je suis manager dans le cabinet de conseil Wavestone et plus particulièrement dans la practice cybersécurité et confiance numérique. Comme Arnaud, en fait, j'ai commencé par des problématiques assez techniques autour de la gestion des identités et des accès. Je reparlerai un peu ensuite du différents types de missions qu'on va pouvoir adresser côté Wavestone. Et j'ai été de plus en plus vers des sujets de pilotage de programmes ou de cadrage de problématiques. Et je pourrais reparler de tout ça. Ok, ok, bon, bah, c'est parfait. Justement, alors, on va rester avec toi, Jules. Euh, Tout d'abord, est-ce que tu peux nous présenter un peu les attentes des entreprises qui font appel à vous, puisque vous êtes un cabinet de conseil, et pourquoi elles font appel à vos services? Alors, nous, on a trois piliers finalement dans notre proposition de valeur et ce pourquoi les entreprises vont pouvoir faire appel à nous. Le premier, c'est l'expertise finalement qu'on va apporter vis-à-vis des problématiques des clients et des sujets traités, euh, puisque les clients vont aller rechercher cette expertise qu'ils n'ont pas forcément en interne et dont ils ont besoin pour résoudre leurs problématiques. Donc là, le premier point, c'est l'expertise. Ensuite, le deuxième point, c'est la qualité et l'engagement finalement de nos consultants sur les missions sur lesquelles on est positionné, que nos clients apprécient et viennent chercher chez Wavestone et reconnaissent chez nous. Donc le fait que on porte une attention particulière à la qualité du delivery, la qualité des livrables. Et le dernier point, c'est que vont chercher les entreprises chez Wavestone, c'est la partie acteur, enfin vision externe, et à la fois être capable de raconter ce qui se passe chez les autres clients pour aider finalement les entreprises et aussi avoir une vision neutre et objective sur une problématique, pas forcément ne pas forcément être influencé vis-à-vis de problématiques politiques quand on va faire une réponse aux différentes entreprises. Donc c'est vraiment les trois points sur lesquels les clients nous attendent et les clients reconnaissent notre apport de valeur. D'accord, d'accord. En réalité, en fait, c'est l'expérience que vous avez à travers vos différents clients qui sont au bénéfice en fait de tous les clients, si je comprends bien. Exactement l'expérience qu'on a acquis au travers de différentes missions, mais aussi celle qu'on se construit en interne, puisque on a aussi tout un travail de knowledge management et de développement des compétences, à la fois des consultants et aussi de se construire des convictions qu'on peut ensuite repartager à l'ensemble de nos clients. Donc c'est pas forcément uniquement sur le terrain qu'on va construire notre expertise, mais aussi en interne, en faisant entre guillemets quelques travaux de recherche pour développer des convictions et pouvoir ensuite les partager à nos clients. D'accord, d'accord. Arnaud, te concernant, quels sont les types de clients que vous avez? Et encore une fois, voilà, pourquoi ils font appel à vous? Pour les types de clients, ils sont assez divers. Aujourd'hui, on accompagne des entreprises qui sont des startups. On a quelques licornes ou licornes en devenir. On a des entreprises du mid-market et on a une petite partie du CAC 40. Donc, on intervient vraiment sur des entreprises de façon très, très large. Et les raisons pour lesquelles ils viennent nous chercher, elles sont assez diverses en fait. En fonction de leur niveau de maturité, que ce soit sur la partie cybersécurité ou sur la partie cloud, elles vont pas venir chercher la même chose chez nous.
Dans certains cas, c'est de la réactivité parce que acteur à taille humaine, donc on sait très facilement monter un dispositif et avec l'ubérisation de la société, on va chercher des talents à l'extérieur. Donc, on a nos collaborateurs qui interviennent en propre, mais on sait aussi aller chercher des consultants indépendants. On sait travailler avec des entreprises externes et on sait monter des dispositifs qu'on a montés durant les 2 dernières années là, avec la crise Covid. En un rien de temps, on a eu des sollicitations en mode urgence, en mode pompier. Et ce côté réactif a beaucoup aidé. La première qualité qu'ils viennent chercher, c'est l'expertise technique, déjà. C'est c'est un de nos points forts. Et puis, on fait énormément de veille technologique. On adore partager, un peu comme Jules l'a mentionné. Le fait de partager des retours d'expérience, ça plaît beaucoup aussi. C'est un gage de qualité, un gage enfin, ça permet de rassurer les entreprises. Et puis, de par notre taille, capacité d'adaptation. Donc, ça, c'est des choses que nos clients viennent chercher chez nous. D'accord. Et ça, c'est propre à une entreprise qui est d'une taille un peu, on va dire, familiale, j'allais dire quand même pas familiale, parce que c'est pas non plus 2-3, mais vous êtes d'ailleurs combien? On est 15 aujourd'hui et Mm. on a un plan de recrutement assez ambitieux et on a aussi un réseau, on a 70 indépendants autour de nous aujourd'hui, des gens qu'on fait intervenir sur les projets de façon très régulière. D'accord. Au niveau de la flexibilité sur des entreprises avec un effectif réduit, ça sera un sujet qu'on pourra y revenir en fin de webinaire. Jules, justement, j'ai vu que vous appréciez la diversité des missions cybersécurité chez Wavestone. Est-ce que cette diversité, elle est propre au métier de consultant, puisque en fait, on va changer de client au fur et à mesure des missions que l'on a. Parce que d'ailleurs, à titre de rappel, ce webinaire, c'est lié justement au métier cyber et conseil, donc on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette appréciation des diversités des missions cyber? Ouais, peut-être un petit retour en arrière pour repositionner finalement justement notre position sur le marché. Aujourd'hui, Wavestone en cybersécurité, c'est autour de 500 consultants qui font que nous sommes parmi les leaders du conseil indépendant en cybersécurité en France. Tous les adjectifs sont importants. Et on travaille finalement pour tous les grands comptes du CAC 40 sur toutes leurs problématiques de cybersécurité. Et aujourd'hui, cette position de leader fait qu'on a aussi finalement ce problème de riche qui est qu'on peut choisir un peu nos combats et choisir nos missions. Et en fait, on a organisé notre offre autour de 5 piliers principaux. Et vous allez voir, en fait, ce qui fait qu'on peut proposer à nos consultants une diversité de missions assez énorme, puisque finalement, on va être en capacité de traiter des sujets très fonctionnels et très autour de la gouvernance et de la gestion du risque. Donc ça, c'est le premier pilier, avec tout ce qui est organisation des filières cybersécurité dans les entreprises, tous les sujets d'analyse de risque, de construction de la stratégie cybersécurité des entreprises. Donc on le voit, des sujets assez haut niveau, un peu moins techniques que les autres qui vont venir. Deuxième pilier, c'est la partie gestion des identités et des accès, qu'on appelle plus communément dans le milieu IAM pour ceux qui connaissent. Donc sujet un peu à cheval justement entre la technique, puisqu'on doit implémenter des mécanismes qui vont permettre de valider les identités et les accès des collaborateurs ou des clients, et à la fois des processus et de la gouvernance associée, donc tout un sujet très fonctionnel aussi, un peu un sujet hybride. Troisième sujet, finalement le sujet quand même assez phare de la cybersécurité, qui est la protection à proprement parler des entreprises et leur capacité de détection. Donc on va avoir tous des sujets assez techniques autour de la sécurité des architectures, autour de la sécurité du cloud, qui est aujourd'hui très en vogue et pour lequel on a vraiment besoin d'expertise, puisque toutes les entreprises aujourd'hui passent sur le cloud. On a aussi la sécurité du workplace, donc très proche du collaborateur, très proche de la façon de travailler des collaborateurs, et tous les sujets autour de la détection des attaques avec les sujets de Security Operations Center. Voilà pour ce pilier assez technique finalement autour de la protection des entreprises. Ensuite, on a le sujet de la sécurité du SI industriel et des objets connectés. On sait que c'est un sujet qui se développe, étant donné que de plus en plus d'entreprises utilisent des systèmes informatiques pour gérer leur processus industriel, ou des objets connectés pour gérer leur processus métier et pour participer à leur processus métier. Donc tout ça amène des problématiques cybersécurité pour lesquelles on aide nos clients à résoudre. Et le dernier sujet, le plus technique, qui est toute la partie, ce qu'on appelle ethical hacking, donc test d'intrusion, aller essayer de tester les applications ou les SI des clients
pour détecter des vulnérabilités, et la partie forensique, c'est réponse à incident. Donc, une fois qu'un client subit une attaque, on va être en capacité de l'aider à déjà comprendre ce qui s'est passé et ensuite résoudre la crise, et donc essayer de lui redonner confiance dans son système d'information. Voilà, en synthèse, une palette assez vaste finalement d'expertise chez Wavestone qui font qu'un consultant chez nous est en capacité de toujours trouver chaussure à son pied normalement. Et il peut évoluer d'un sujet à un autre, on imagine. Justement, Arnaud, concernant ton entreprise, vous êtes sur les sujets cybersécurité. On vient de voir que cybersécurité, ça veut tout et rien dire, hein, au final, qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais ce qui va peut-être nous intéresser, c'est qu'on est consultant et on vous rejoint. Est-ce qu'on va être aussi bien sur le sujet de la cybersécurité ou du cloud? Est-ce qu'il y a des connexions entre les deux sujets pour en fait, pour les membres de ton équipe? Ou est-ce qu'on est cloisonné sur un des deux sujets? Ouais, non, les deux mondes aujourd'hui sont très clairement liés. Ça s'explique par énormément de facteurs. Alors, la sécurité, il n'y a pas tout et n'importe quoi. Il y a énormément de choses, en fait. Et on a pu le voir avec l'explication de Jules. Il y a énormément de composantes dans le domaine de la cybersécurité. Pendant très longtemps, on a érigé des silos dans les entreprises. On a eu des gens qui ont été spécialisés sur la protection des données, la protection des applications, la gestion des identités. Et des sujets, il y en a peut-être une centaine. Aujourd'hui, le challenge pour les entreprises, c'est de casser ces silos et c'est de faire en sorte de rajouter de la sécurité dans les projets dès le départ et de créer de la simplicité. Parce que pendant longtemps, la sécurité, c'était une affaire de savants fous, de gens extrêmement compétents, mais incapables de traduire ce qu'ils faisaient avec le commun des mortels. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde qui est extrêmement hybride. Ce qu'on a vécu avec la crise Covid, c'est des entreprises qui se sont radicalement transformées. Même les gens qui étaient complètement réfractaires au télétravail ont dû le mettre en œuvre. Aujourd'hui, c'est un modèle qui reste. Je pense que Jules ne me contredira pas en disant que chez ses clients comme chez les miens, aujourd'hui, le télétravail, c'est 50-50, grosso modo, 2 jours, 3 jours, 3 jours, 2 jours. Et certains sont sur des extrêmes. Certains ont poussé le télétravail jusqu'à 4 jours, voire 5 jours par semaine. Donc, ça veut dire fermeture des bureaux. Tout ça fait que la sécurité, on a dû complètement la changer. Par le passé, la sécurité, on se disait, j'arrive au bureau, j'ai de la sécurité. Mon campus est sécurisé. Je me connecte au réseau, il est sécurisé. Du jour au lendemain, on a mis les gens en télétravail derrière une box sur laquelle on n'a pas la main. Donc, il a fallu repenser à la sécurité. Et en parallèle à ça, nous, en tant qu'intégrateurs, par le passé, donc il y a 2 ans, dans un monde pas très lointain, on intervenait dans 95% des cas physiquement chez nos clients. Pendant la crise Covid, on est intervenu à raison de 4-5% chez nos clients. Tout le reste du travail était fait à distance. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté de piloter des infrastructures on-prem, on a travaillé sur des infrastructures cloud. Donc aujourd'hui, on est obligé de dire oui au cloud, même si on ne veut pas, même si on a peur du Patriot Act, même si pour tout un tas de raisons, c'est compliqué dans les entreprises. Le télétravail, on doit faire avec. C'est une nécessité pour que les entreprises continuent d'être agiles et continuent d'acquérir des talents. Donc le cloud s'est imposé, la sécurité aussi, et les deux sont étroitement liés parce que toutes les solutions de cloud doivent apporter de la sécurité ou on doit apporter de la sécurité dessus. Hors de question de mettre ces données dans un cloud sans apporter des briques de visibilité, de traçabilité, de protection. Et aujourd'hui, les produits de sécurité disposent d'un management qui est très souvent dans le cloud. Par le passé, c'était hors de question de se dire mon firewall va avoir une patte de management sur Internet. Aujourd'hui, énormément de solutions de sécurité sur la protection web, email, la protection du poste de travail arrivent avec un management dans le cloud. Donc, on arrête d'installer des consoles chez nous ou chez nos clients. On utilise des consoles qui sont très majoritairement dans les nuages. Donc, tout ça a bien évolué durant les dernières années. On avait tout un tas de dogmes par le passé qui ont été complètement brisés durant les 2 dernières années. D'accord. Vous existez depuis quelle année? 2015. 2015, d'accord. D'accord, ok. Je trouvais intéressant de revenir sur un point qui m'a marqué dans l'intervention, c'est la partie, le fait que historiquement la cybersécurité c'était une histoire d'experts, allez je vais être un peu provoque, d'experts dans les caves, et maintenant en fait on fait de la cybersécurité pour les métiers et en fait on sent que ça devient de plus en plus un problème au niveau des comités exécutifs. Et donc, on a rajouté cette dimension à la cybersécurité, cette dimension, je suis en capacité de vulgariser un sujet qui est
très complexe et qui nécessite une expertise, mais il faut réussir à vulgariser cette problématique-là pour faire prendre conscience au métier qu'il y a des risques et qu'il faut investir sur la protection de leur SI. Et je vous promets que c'est pas toujours simple et en fait on a souvent des discussions assez intenses avec certains métiers qui ne comprennent pas finalement pourquoi on va dépenser autant sur des problématiques de cybersécurité et qui ne comprennent pas le risque a priori. Et une fois qu'on leur a expliqué, sont du coup moteurs et nous aident finalement à implémenter. Là, je pense qu'avec avec Jules, on vit la même chose au quotidien. En fait, on a des gens à qui on essaie d'expliquer quels sont les risques auxquels ils sont confrontés aujourd'hui et auxquels ils pourraient être confrontés demain. On a des gens qui l'entendent parce qu'ils ont entendu différents sons de cloche un peu similaires par ailleurs. Et puis on a des gens qui ont besoin d'une preuve par l'exemple, et ça c'est malheureusement très triste. Et on a aujourd'hui malheureusement des entreprises qui attendent de subir une attaque avant d'entreprendre une démarche de sécurisation digne de ce nom. Et là, durant les 18 derniers mois, on a accompagné énormément d'entreprises au moment où elles étaient paralysées. C'était déjà trop tard en fait. Alors, on les a aidés à reconstruire un système d'information, on les a aidés à mettre en place des briques de sécurité un peu plus évoluées, on les a aidés à apporter de la sécurité sur des pans de leur architecture qui avaient été complètement délaissés. Mais il a fallu qu'elles subissent une attaque pour ça, et donc elles se sont retrouvées avec une charge de travail colossale sur les épaules, alors qu'elles auraient pu anticiper. Aujourd'hui, le nombre d'entreprises, alors je n'ai pas de chiffres, vous pourrez les trouver facilement sur Internet, le nombre d'entreprises qui ont été paralysées à cause d'un ransomware, c'est effarant et ça touche tous les secteurs d'activité, toutes les tailles de structure. Certes, les très grands ne vont pas forcément être paralysés sur l'ensemble de leur SI, mais quand vous avez une usine de production qui est à l'arrêt pendant plusieurs semaines, quand vous avez des bureaux de vente qui ne peuvent pas traiter de commandes numériques et qui retournent au papier, l'impact pour l'entreprise, il est colossal. L'impact sur les collaborateurs, il est colossal et le manque à gagner, il est aussi colossal. Alors justement, Jules et Arnaud, c'est extrêmement intéressant ce que vous indiquez là, parce qu'en fait, on voit qu'à travers les profils techniques que l'on est amené à recruter, on cherche aussi, au-delà du savoir-faire, c'est un savoir-être dans le sens où il faut être assez pédagogue et expliquer les choses. Et si on les explique pas assez, bah, du coup, en fait, l'entreprise qu'on a en face de nous, elle va pas forcément comprendre les enjeux et elle va revenir vers vous seulement après l'incident. Donc, effectivement, alors je vais jouer une petite parenthèse, mais au niveau du profil, alors pas forcément au niveau du savoir-faire, parce que profil technique, on sait d'accord, il faut être un profil technique, d'ailleurs pas forcément, mais en règle générale, mais au niveau du savoir-être, alors souvent on parle de curiosité aussi, se maintenir à niveau de façon continue. Donc il y a aussi ce côté pédagogue auprès du client, savoir expliquer la chose. Est-ce que Jules, vous, chez Wavestone, vous avez aussi un ou deux critères qui revient assez régulièrement? Oui, c'est intéressant. En fait, on peut avoir un peu cette impression que pour entrer dans le monde de la cybersécurité, il faut une expertise technique et être en capacité de directement traiter des problématiques. Et en fait, nous, on n'a pas complètement cette approche-là. Nous, on recherche avant tout des consultants qui ont, je vais le dire comme ça, mais qui ont la tête bien faite, et qui ont donc plusieurs qualités, dont l'esprit d'analyse, en fait, qui comprennent les sujets et qui sont en capacité de tirer des conclusions et de proposer des solutions. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, presque le plus important, c'est des gens qui ont la capacité de monter en compétence sur les sujets, que ce soit sur les sujets d'expertise technique, sur le fond des sujets, comme on disait, mais aussi sur les contextes des entreprises. En fait, on se rend compte que sur les entreprises, les grands comptes du CAC 40, les contextes peuvent être aussi compliqués que la mission, que le fond du sujet lui-même. Donc capacité de monter en compétence sur les sujets de fond, sur les contextes des entreprises, et aussi sur les soft skills du consultant, finalement, qui sont la capacité, on le disait, de communication, que ce soit orale ou écrite,
pour être capable de faire passer les messages à son interlocuteur, quel que soit le type d'interlocuteur, que ce soit un interlocuteur très technique ou un interlocuteur assez haut niveau qui, lui, comprendra pas forcément les sujets techniques, va être en capacité d'avoir ce double niveau de communication. Voilà pour les compétences qu'on recherche nous. Donc voilà, j'ai pas cité l'expertise. Bien sûr, s'il y a de l'expertise en plus, on en est très content. Mais il n'y a pas de barrière à l'entrée. La seule barrière, c'est une appétence finalement pour les sujets digitaux et plus spécifiquement la cybersécurité. Il faut avoir envie de travailler sur ces sujets-là et être motivé pour évoluer sur ce terrain-là. D'accord. Et Arnaud, chez Acknowledge, comment vous appréhendez les entretiens, vous avez une petite liste de critères sur le savoir-être, par exemple? Alors, sur le savoir-être, on a des attentes, mais on n'a pas de checklist. En fait, c'est une discussion entre deux individus, entre deux êtres humains, et c'est une question de feeling. Nous, le savoir-être est évidemment primordial, le bon sens aussi, mais ça se mesure difficilement. Par le passé, j'ai travaillé avec des cabinets de recrutement, et quand je leur demandais d'avoir des candidats faisant preuve de bon sens, ils étaient un peu paumés parce qu'ils ne savaient pas comment mesurer le bon sens. Et ça, le bon sens, ça ne se mesure qu'au quotidien, quand on est aux côtés du collaborateur ou quand on travaille. Alors aujourd'hui, on n'est pas côte à côte, comme vous le voyez, je suis à la maison aujourd'hui, mais à distance, on peut aussi sentir des choses dans la façon dont les gens vont interagir avec leur écosystème. Et nous, notre écosystème, ce sont bien évidemment nos clients, mais aussi nos partenaires, des fournisseurs de solutions de cybersécurité, de cloud, d'infrastructure et j'en passe. Donc, savoir-être et bon sens, pour moi, vont de pair et sont extrêmement importants. Le sens du service est primordial. On ne s'engage pas dans une société comme la nôtre, mais c'est pareil pour Wavestone. Le service est quelque chose de particulier. On change de contexte tous les jours ou plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Il faut être curieux, il faut être capable d'aller vers les gens, il faut être capable de s'adapter à un environnement. Un jour, je peux travailler pour une start-up qui travaille complètement à distance. Le lendemain, je peux aller dans une entreprise du CAC 40 qui a pignon sur rue, dans un site immense avec des centaines d'individus. Je peux passer d'un métier des assurances à un métier du service jusqu'au retail ou à un transporteur. Tout ça fait qu'on doit pouvoir s'adapter et on doit avoir cette même envie que de rendre service, de s'adapter, de comprendre l'environnement. La transversalité est aussi hyper importante. Pour moi, les bons collaborateurs, ce sont ceux qui vont pouvoir faire le lien soit entre différents métiers de la technique, des gens capables de parler de cybersécu, de cloud, d'infrastructure, de gestion des identités et j'en passe, et des gens qui vont être capables d'être les ambassadeurs de la technique, que ce soit de la cybersécu ou du cloud, vers les métiers. Donc des gens qui vont comprendre les enjeux de l'entreprise et qui vont être capables, avec notre expertise technique, d'aider et de donner de la valeur à une entreprise. Et un des points, alors c'est une petite différence par rapport à ce que disait Jules, du fait de notre métier d'intégrateur à forte valeur ajoutée technique, pour nous, l'expertise, elle est importante. Alors, pour des jeunes diplômés, on ne leur demande pas d'être experts tout de suite. Par contre, on leur demande une forte appétence pour la technique. S'ils n'ont pas envie d'en faire, c'est pas vers un métier d'intégrateur qu'il faut qu'ils se tournent. Par contre, s'ils ont envie de maîtriser techniquement des sujets, s'ils ont envie de monter des labs, s'ils ont envie d'intervenir sur des productions dignes de ce nom, là, on a de la matière pour eux, mais ça nécessite soit pour les jeunes diplômés une vraie appétence, donc des gens qui ont pu maqueter chez eux, parce qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses grâce au cloud notamment. Et si ce sont des profils confirmés, là, on attend de l'expertise forte sur des sujets. On peut aider sur une montée en compétence sur des sujets nouveaux, mais il faut des bases extrêmement solides pour pouvoir nous rejoindre. Et surtout, Arnaud, que tu travailles sur des technologies qui évoluent assez rapidement, comme tu me l'avais confié avant la table ronde, et qu'il faut toujours se maintenir à niveau. Comment vous, en interne, vous arrivez à maintenir le niveau justement des collaborateurs? Est-ce qu'il y a une formation, par exemple, en interne? Oui, alors c'est un programme qui est assez riche, qui nécessite déjà du temps. Donc on donne du temps à nos collaborateurs et avec mes 3 associés, on donne énormément de notre temps aussi pour partager nos expériences respectives et pour partager notre réseau. Parce que le maintien à jour dans un domaine comme le nôtre, la détection des nouvelles technologies, la détection des nouvelles startups, ça passe avant tout par le réseau qu'on a pu tisser. Alors, on a des gens qui sont très bons, très visionnaires et qui trouvent toujours les technologies de demain.
Donc, on est en échange permanent avec ces gens-là. Et derrière, ça nécessite de la technique. Donc, on a un lab qui est hybride. On a des choses qui sont chez nous, dans notre infrastructure. On a des choses qui sont dans les nuages. Et tout ça est dans un contexte très, très hybride. Donc, on donne du temps à nos collaborateurs pour tester de nouvelles solutions, pour les mettre en œuvre. On a des clients early adopteurs et cela, on les remercie parce qu'ils nous permettent aussi d'aller confronter notre vision avec la réalité concrète du terrain. Donc, on peut aller concrètement tester des nouveaux produits chez eux et ça, c'est top. Là, on a encore aujourd'hui 3 accompagnements de belles entreprises sur des sujets de demain. Donc, on est ravis de les accompagner là-dessus. Et puis, on a tout un tas de formations en interne qui sont faites soit par nos collaborateurs sur des retours d'expérience, sur des formations très techniques, soit faites par notre écosystème, nos partenaires et puis les indépendants dont je parlais tout à l'heure. Et tout ça nous permet de nous maintenir à jour, mais c'est mine de rien beaucoup de temps, beaucoup de travail, de la rigueur, une méthodologie. Mais ça fonctionne bien, et c'est pour ça que les collaborateurs, enfin une partie de nos collaborateurs nous ont rejoints et sont fidèles à Knowledge. D'accord, Et d'accord. c'est intéressant, effectivement, le sujet. Enfin, je ne peux qu'appuyer le fait que dans notre métier et dans notre domaine, l'innovation est clé et le fait de rester à la pointe et être en capacité d'anticiper finalement les sujets de demain, c'est notre cheval de bataille là. Donc comme Acknowledge, on a nous aussi, on travaille à la fois sur la partie startup en cybersécurité où on essaie d'avoir une vision claire de ce qui se fait de ce qui se lance finalement sur le marché en termes de start-up et de produits innovants. C'est le premier sujet. Et effectivement, comme Acknowledge également, on a cette partie lab qu'on appelle d'ailleurs le Cyber Lab, où on va être en capacité d'implémenter les solutions, soit pour se faire nos propres convictions sur leur efficacité ou sur leur capacité technique, mais aussi pour pouvoir en faire des démonstrateurs et les montrer à nos clients et montrer leur valeur à nos différents clients. On a aussi un peu la même approche là, côté Wavestone sur ces sujets d'innovation qui sont hyper importants. Justement, Jules, alors, il est connu que Wavestone recrute également des profils juniors. Vous n'avez pas d'a priori par rapport à cela. Et souvent, nous, sur CyberJobs, on a ces retours candidats. Oui, mais les entreprises recrutent seulement des profils expérimentés à partir de 2-3 ans, mais si on ne nous laisse pas la chance, bon, vous connaissez la musique hein, Je le connais. qui est pas d'ailleurs seulement en cybersécurité, mais en cybersécurité, elle est encore plus vraie. Vous, justement, quels sont les profils au niveau de l'expérience que vous recrutez? J'imagine que vous recrutez pas seulement des juniors. Et d'une part, voilà, tu peux nous rappeler un peu les différents types de profils? Alors là, c'est un peu plus Ouais. technique. Donc là, j'entre un peu plus dans le technique que vous recrutez. Et comment, en fait, sont onboardés les profils juniors au niveau notamment de la montée en compétences? Oui, c'est clé pour nous. Et en fait, notre stratégie, pour être complètement transparent, elle est quand même plutôt sur le fait de recruter des jeunes diplômés. C'est le gros de notre recrutement. Aujourd'hui, on fait une centaine de recrutements par an. Donc, c'est quand même un volume assez important au regard de finalement le marché de la cybersécurité qui est aujourd'hui assez tendu. Et donc, nous, notre stratégie, c'est quand même de recruter plutôt des jeunes diplômés. Notamment, ça fait écho à ce que je disais au début, parce que on ne recherche pas spécifiquement une expertise quand on va recruter des consultants, mais une capacité de monter en compétences. Et en fait, sur la partie comment on fait monter en compétences nos consultants, justement, qui n'ont pas forcément l'expertise sur les sujets, la clé, c'est notre modèle opérationnel sur les missions, qui fait que un consultant, on vend une mission, quand on vend une mission à un client, on lui vend un dispositif qui est un consultant expérimenté, qui est potentiellement un consultant senior ou autre, mais en tout cas un chef de projet qui lui a l'expertise sur la mission qui va devoir être réalisée, en binôme avec un consultant junior. Le rôle du chef de projet expérimenté va être justement de former et de faire monter en compétence ce consultant junior sur la problématique. Et donc de l'aider, de faire avancer finalement la mission et d'apporter la valeur entre guillemets technique au client. Et donc c'est principalement via ce binôme-là qu'on va être en capacité de faire monter nos jeunes et d'en faire des futurs chefs de projet qui à leur tour encadreront des jeunes. Et c'est vraiment tout notre modèle. Donc nous, pour le coup, on tombe pas du tout dans cette problématique de on recherche que des profils de 2 ou 3 ans, puisqu'en fait on recrute une grande majorité de jeunes diplômés.
D'accord. Et on s'interdit pas, on s'interdit pas non plus de effectivement recruter aussi des personnes plus expérimentées, mais en termes de volume, c'est négligeable par rapport au volume de jeunes diplômés qu'on fait. D'accord. C'est une approche extrêmement intéressante. Arnaud, tu nous as parlé effectivement qu'il faut quand même avoir un minimum, enfin un bagage minimum technique pour rejoindre Acknowledge. Euh, alors, justement, alors, alors ça, c'est une question qui revient aussi assez souvent, c'est est-ce que le manque d'expérience peut être compensé euh, par un CV et par un parcours où le candidat, en fait, il est monté en compétence par lui-même, en participant à des challenges, en ayant eu des certifs aussi de son côté. Est-ce que ça peut compenser le manque d'expérience, hein? Ouais, très clairement. Alors, ce qui est drôle aujourd'hui, on a des demandes de temps en temps de certaines entreprises qui nous demandent des profils avec 10 ans d'expérience sur un produit qui a 3 ans d'existence. Donc, on est dans une équation qui est difficile à résoudre. Soit on ment en disant, oui, effectivement, on a un gars qui a 10 ans d'XP alors que le produit n'a que 3 ans. Soit on est honnête et on leur dit, bah là, on a une personne qui a des compétences sur le sujet, qui a un vrai retour terrain et qui va pouvoir vous accompagner. Par contre, elle ne peut pas avoir 10 ans d'XP là-dessus puisque ça n'existe que depuis peu de temps. Aujourd'hui, sur les jeunes diplômés, on arrive à avoir des candidats qui ont de belles compétences techniques parce qu'en gros, ils ont travaillé durant leur cours, mais aussi à titre personnel. Et avec le cloud, aujourd'hui, on peut monter une infrastructure chez soi pour pas très cher, voire pour zéro, parce qu'il y a tout un tas de programmes proposés par les cloud providers pour les étudiants. Donc aujourd'hui, on arrive à avoir des jeunes diplômés parce qu'on est, alors on fait pas tout à fait comme Wavestone puisqu'on recrute des profils juniors également, mais aussi des profils avec 3-4 ans d'XP et des profils plus confirmés. Donc c'est un mix de tout ça qui va nous intéresser. Mais sur les jeunes, on a eu des très bonnes surprises ces derniers temps. On a eu des gens qui sont arrivés avec la tête bien faite, avec des bonnes compétences techniques et une capacité d'adaptation. Si derrière, vous les mettez dans le bon environnement, ces gens-là peuvent devenir des vrais bons gourous techniques d'ici pas très longtemps. D'accord. D'accord. Donc là, on approche de la fin de ce webinaire. C'est extrêmement intéressant parce que là, alors forcément, on ne peut pas rentrer profondément dans les sujets. On a parlé notamment du savoir-être, profil technique, aussi ce qu'on peut rechercher en termes d'expérience, parce que l'expérience, effectivement, c'est un sujet qui revient de plus en plus. Juste, je voudrais terminer sur un sujet qui est en lien avec justement la phase du Covid qu'on a vécu. On voit bien qu'à travers vos différentes entreprises, vous avez eu une augmentation d'activité qui a été impactée. Alors, on l'a énormément senti avec notamment Arnaud et j'imagine Jules aussi au niveau de Wavestone. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan des 2 dernières années qui se sont écoulées rapidement et surtout, quels sont et quels vont être quels vont être aussi les impacts à venir sur l'activité cyber et les recrutements qui vont en découler? Est-ce qu'il y a un changement de stratégie de recrutement parce qu'aujourd'hui les besoins sont exponentiels et les talents sont rares? Est-ce que vous avez voilà une nouvelle politique de recrutement ou en tout cas quelles sont votre vision sur le recrutement sur l'année prochaine? Je sais que par exemple Wavestone, vous allez recruter par exemple 100 consultants sur l'exercice. Oui. Est-ce que En tu fait, peux nous en dire plus? c'est alors peut-être je vais juste revenir sur un point sur l'état du marché actuel. Effectivement, aujourd'hui, on le sait, le marché de la cybersécurité, il est saturé et en recherche finalement de profils. Je mettrai pas forcément tout sur la faute, ou en tout cas, oui, la faute du Covid, mais aussi et surtout par le fait qu'il y a comme disait Arnaud tout à l'heure, il y a de plus en plus d'attaques, il y a de plus en plus d'entreprises qui se pensaient un petit peu immunisées ou en tout cas pas forcément être une cible de choix des attaquants qui se font attaquer. Et donc tout ça devient finalement un sujet pour toutes les entreprises qui ont un minimum de système d'information quand même, hein. Mais en tout cas, donc ça fait une demande qui devient de plus en plus forte. Et face à ça, on est entre guillemets face à une pénurie de profils. Et donc, pour répondre aux besoins de nos clients.
Pour exemple, aujourd'hui, côté Wavestone, on a des problèmes de riches, comme je le disais un petit peu, où on n'est pas en capacité de répondre à toutes les demandes de nos clients. Même nos clients qui sont déjà, qu'on connaît, avec qui on travaille déjà, qui ont de nouveaux besoins, avec qui pour lesquels on pourrait complètement répondre et qui seraient intéressants pour nous, on est de temps en temps on n'est pas en capacité de tout traiter. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue sur notre lancée d'une dynamique de recrutement forte avec effectivement autour d'une centaine de recrutements par an pour justement pouvoir continuer de cette croissance et être en capacité de répondre finalement aux problématiques de nos clients. Donc on reste dans cette dynamique finalement de croissance forte de ce marché-là. D'accord, mais il n'y a pas d'impact sur vu la pénurie. Alors, vous préférez refuser des clients, si je dois synthétiser, hein, que de baisser en exigence concernant vos recrutements. Ah oui, alors ça par contre c'est quelque chose sur lequel on ne dérogera pas. Je le disais, un des choses qui nous caractérise, c'est la qualité de notre delivery, finalement la qualité de nos missions et de l'accompagnement qu'on prodigue à nos clients. Et donc, on ne veut pas baisser nos exigences au regard des consultants qu'on va pouvoir recruter chez nous. Et du coup, c'est pour ça finalement qu'on est dans ces problématiques où on va plutôt dire non à des clients que recruter, ouvrir finalement notre spectre et recruter plus amplement. On reste sur notre niveau d'exigence même d'avant la crise en fait. D'accord. Et Arnaud, au niveau de Acknowledge, comment vous appréhendez le manque de talent sur le marché? En plus, vous recherchez des profils techniques, donc j'imagine que c'est encore pas plus difficile, mais c'est un vrai challenge. Ouais, c'est un challenge, mais on a des atouts à faire valoir, donc on arrive à s'en sortir. Alors c'est beaucoup de travail, hein, je vais pas vous dire que c'est facile et qu'on trouve des candidats tous les jours. Néanmoins, on utilise des plateformes comme celle de Cyberjobs qui nous apportent pas mal de contacts intéressants. On est en connexion permanente avec notre réseau qui nous apporte aussi des compétences, donc on arrive à recruter. Par contre, je reviens sur un des points que tu mentionnais, Richie, sur ce que le Covid a apporté. Pour moi, ce que le Covid a apporté, c'est un bouleversement radical des organisations, de la façon de travailler. Je pense que Jules a dû subir la même chose de son côté, c'est-à-dire beaucoup de sollicitations, mais tous les projets n'ont pas forcément abouti parce que les gens ont été un peu paumés pendant 2 ans. Les entreprises se sont mises dans un mode où elles ont surcommuniqué, elles ont sursollicité, elles ont essayé d'avancer sur des sujets, mais qui n'étaient pas forcément des sujets essentiels quelques semaines ou quelques mois auparavant. Et donc, on a eu une surcharge de travail pour des projets qui ont disparu et qui ne se sont pas faits, ni avec nous, ni avec nos confrères. Donc, on a subi un petit peu ça, et là, je pense qu'on va avoir encore du temps pour arriver à s'adapter au modèle de fonctionnement hybride, parce que par le passé, vous aviez un rendez-vous à prendre avec quelqu'un, rendez-vous était pris, rendez-vous dans une salle de réunion, tout le monde était là, fin de l'histoire. Aujourd'hui, on arrive en salle de réunion, il en manque un, il est en télétravail, on va attendre qu'il se connecte, et on perd 5, 10, 15 minutes. Et ça, c'est notre quotidien. Je pense que Jules doit subir la même chose par moment. On perd en efficacité. Et durant la crise Covid, là où par le passé, on faisait peut-être un rendez-vous en présentiel le matin, un le midi et un l'après-midi. Durant la crise Covid, on a fait entre 6 et 8 meetings par jour, toutes les heures, on était timé et on commençait par des calls avant que la journée de travail commence. 9 heures, premier meeting derrière un Zoom, un Teams, ce que vous voulez. Et puis 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, les premiers coups de téléphone, je t'appelle maintenant parce que je sais que tu es disponible. Et on a subi ça et c'est pas un modèle d'organisation efficace parce que les réunions sont juste timées par la barrière horaire et pas par la qualité du contenu et pas par un objectif atteint. Donc, on se retrouve à devoir rediscuter quelques semaines après. On n'a plus le contexte en tête et on repère du temps. Donc, on a tous dépensé beaucoup de carburant durant les 2 dernières années. Et ça, je le vois chez nos clients, chez nos partenaires et même en interne. On a essayé de préserver nos collaborateurs, mais très clairement, c'est la première fois qu'on subit ça. Donc, on a fait du mieux qu'on pouvait avec du recul et sûrement des choses qui sont perfectibles. Mais on a vécu une période compliquée. C'est encore compliqué aujourd'hui dans les organisations. On a beaucoup de clients qui sont en souffrance parce que les collaborateurs ont vécu une période assez désagréable et on n'est pas encore revenu à un mode nominal. On va avoir encore besoin de temps. Donc, pour les jeunes diplômés, c'est compliqué. Je ne sais pas comment Jules, côté Wavestone, fait pour embarquer des jeunes collaborateurs. Mais aujourd'hui, imaginez quelqu'un qui sort de l'école, commencer à travailler en full remote.
c'est compliqué. On peut prendre des mauvaises habitudes. On peut se dire, en gros, on va m'appeler quand on aura besoin de moi, et puis le reste du temps, je peux vaquer à mes occupations. Donc non, il faut arriver à avoir une certaine hygiène de travail, des objectifs clairs, et ça, c'est un challenge pour tout le monde. Ouais, l'intégration a été, a été la clé, hein. En fait, en plus, vis-à-vis de notre modèle, comme tu disais, Arnaud, nous, on recrute des jeunes qui sortent d'école et du coup, qui n'ont pas forcément tous les codes des entreprises encore. Et en télétravail, on n'acquiert pas les codes des entreprises. Je vous raconterai pas quelques anecdotes intéressantes qui sont arrivées pendant la période, mais en tout cas. Si tu peux, Julien, on a encore 5 minutes là, on peut déborder un petit peu. C'est la même petite anecdote. D'ailleurs, c'est toujours intéressant et même inspirant. Non, mais c'est des histoires ponctuelles, mais c'est des gens qui n'avaient pas forcément les codes justement et qui se retrouvaient dans des situations peut-être pas professionnelles, ne sachant pas que c'était des situations pas professionnelles. Je rentrerai pas dans le détail, mais en tout cas c'est arrivé. Et finalement, nous on a laissé passer la crise, effectivement l'année, comme dit Arnaud, où ça a été assez intense. Et là, ça se stabilise. Et on travaille finalement, on a déjà fait un petit bout de chemin, mais on travaille sur nos façons de travailler ensemble et nos façons de travailler aussi avec nos clients, notamment vis-à-vis on a un projet qui s'appelle Smart Working au sein de Wavestone, qui est repenser finalement nos méthodes de travail et nos façons de travailler ensemble, justement pour gérer cette partie hybride, justement pour gérer cette partie intégration. Et donc là, en quelques principes sont que pendant la période d'intégration, on va demander à nos collaborateurs de venir pas mal en présentiel, justement pour créer cet esprit de promotion et avoir finalement réussir à tisser son réseau et tisser ses connexions entre les différents collaborateurs. Et une fois que ça c'est fait, au bout de 6 mois, 1 an, on est beaucoup plus souple et on ouvre finalement, et on laisse les collaborateurs s'organiser comme ils le souhaitent. Si certains souhaitent faire beaucoup de télétravail, ils peuvent le faire. Si certains souhaitent beaucoup revenir en présentiel, ils peuvent le faire. Donc ça voilà. Et ce projet, finalement, quand même, faut le dire, toujours en cohérence avec ce que nos clients demandent. Parce que comme disait Arnaud au début, on est un métier de service et on doit finalement rendre un service à nos clients. Donc si un client a une très forte appétence au travail en présentiel, on va essayer de le rejoindre et de faire les efforts finalement pour travailler avec lui selon ses modes de fonctionnement. Voilà un peu sur le sujet du télétravail qui effectivement a bouleversé notre façon de travailler. D'accord. Et juste pour terminer ce webinaire, Arnaud, la question sera pour toi. Au niveau justement d'une entreprise avec une quinzaine de collaborateurs, surtout avec le Covid. Alors, en réalité, c'est une question que j'ai posée régulièrement ces dernières années, mais avec le Covid, c'est encore plus vrai. C'est comment on crée justement ce sentiment d'appartenance et la culture d'entreprise à distance. Nous, on a eu 2 phases. La période de confinement où on a demandé à tous les collaborateurs de prendre soin d'eux et de leur famille. On aurait pu faire des demandes de dérogation pour que les gens reviennent au bureau, mais on ne l'a pas fait. On a vraiment fait en sorte que les gens restent à distance. On a peut-être fait comme beaucoup, à créer énormément de moments d'échange. C'est-à-dire que tous les matins, on prenait le café ensemble. Alors, il n'y avait pas d'obligation, mais les gens pouvaient se connecter un petit peu avant 9h pour prendre un café et parler de ce qu'ils avaient regardé la veille au cinéma, plutôt devant Netflix ou Amazon, échanger sur leur quotidien. On refaisait la même chose au retour de la pause déjeuner, et puis 2 fois par semaine, on avait un apéro très décontracté. Et là, il y a eu des moments d'échange en tout petit comité, parce que pareil, pas d'obligation, mais c'était des moments où on a pu échanger avec des jeunes arrivants dans l'entreprise. Donc, on a essayé cette méthode-là, mais très honnêtement, ça n'a rien à voir avec aller boire un verre en fin de journée, aller déjeuner ensemble. Donc ça nous manquait. Et ce qui a été très rassurant pour nous, c'est que les gens qu'on a embarqués, notamment les plus jeunes, étaient très demandeurs de revenir au bureau. Donc, dès qu'on a pu revenir dans des conditions saines, on est revenu au bureau, on n'a rien imposé. On a précisé aux équipes qu'elles pouvaient revenir au bureau, mais que le télétravail restait faisable. Et si vous voulez des chiffres, ils faisaient 2 jours, 3 jours, 2 jours au bureau, 3 jours à la maison. Et les gens sont massivement revenus au bureau. Donc aujourd'hui, on a retrouvé un modèle. Alors on est en mode hybride, mais néanmoins, on va boire des verres régulièrement ensemble en fin de journée. On va déjeuner ensemble le midi. On a repris le chemin des entreprises de chez nos clients pour des meetings physiques. Et ça, c'est extrêmement agréable et c'est beaucoup plus efficace.
Donc, comment créer une culture d'entreprise en mode full remote? Clairement, j'ai pas de solution parce que pour moi, c'est une douce utopie. On a des partenaires qui ont tenté de le faire, mais honnêtement, il manque une composante. Hein, et on est latin, on a besoin de se voir. Je ne veux pas dire qu'on a besoin de se toucher, mais on a besoin de se rencontrer autour d'un déjeuner, autour d'un verre. Le business se fait aussi comme ça sur notre territoire. Et la création d'une équipe, elle passe aussi par ces moments-là. Alors, il y a les caricatures des baby-foot et compagnie. Mais quoi qu'il arrive, quand vous avez un baby-foot au bureau, les gens se retrouvent autour du baby-foot, ça discute, ça chambre, ça partage aussi sur des retours d'expérience et ça participe à l'esprit d'entreprise. Mais l'initiative de Wavestone que Jules a mentionné là, sur le côté smart working, moi ça m'intéresse. Donc Jules, on pourra prolonger les échanges plus tard parce que tes feedbacks m'intéressent vraiment. Chez nous, les individus sont vraiment au centre du débat et je pense que chez Wavestone, c'est exactement la même chose. On a envie de trouver un moyen de mieux travailler ensemble, d'intégrer les collaborateurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, mais c'est important, ça participe à la vie d'une entreprise et on se creuse les méninges là-dessus. Donc, tous les retours d'expérience sont les bienvenus parce que ça nous aide aussi à grandir. Avec plaisir pour échanger sur le sujet. Ouais, c'est parfait parce que j'ai pris note, Jules, je te mettrai. Cette dernière question nous permet justement en fait d'appréhender un peu la culture de l'entreprise au niveau aussi de la bienveillance que vous avez envers chacun, envers vos collaborateurs et ça c'est extrêmement intéressant et c'est un excellent sujet de fin. Je rappelle à ceux qui nous suivent que vous pouvez retrouver Acknowledge et Wavestone sur CyberJobs, retrouver l'ensemble des offres de ces entreprises et postuler directement en ligne ou même discuter en ligne sur le chat de CyberJobs. Jules, merci beaucoup. Arnaud, merci beaucoup pour votre temps. Merci à toi et merci beaucoup pour l'intervention. Avec plaisir. Je crois qu'on a perdu Arnaud. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. À très vite.